Dans l'actualité de ce mercredi, le bras de fer entre les travailleurs des médias publics et le gouvernement passe à une autre étape. Après les 48 heures de sit-in les 12 et 13 juin dernier, le Synatic a lancé une grève de 24 heures ce 17 juillet à la radio, à la télévision et au niveau de la presse écrite. Le mot d'ordre a été largement suivi. Le constat dans ce journal de Rémi Lambert-Nébié et surtout Justin Dabiré à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Et puis, il aurait été découvert en 4236 avant Jésus-Christ. Selon le calendrier kamite, nous sommes dans l'année 6256. Et tenez-vous bien, la fête du Nouvel An, c'est ce vendredi 19 juillet. Les adeptes de ce calendrier au Burkina Faso, eh bien, prévoient des festivités pour le célébrer. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Vous l'avez sans doute remarqué, que ce soit à la télévision ou encore à la radio, les programmes habituels de la RTB n'ont pas été diffusés ce 17 juillet. Pareil pour le quotidien Sidoya, absent des kiosques à journaux. Eh bien, c'est la conséquence d'une grève de 24 heures des travailleurs des médias publics. Ils exigent, entre autres, la mise en œuvre d'un accord signé avec le gouvernement, accord qui prévoit notamment la transformation des médias publics en société d'État. Rémi Lambert-Nébié était ce matin dans les locaux de la RTB à Ouagadougou. Voici l'ambiance à la rédaction de la télévision nationale ce matin du 17 juillet. Une vacuité totale qui rime avec un silence radio. Et sur les antennes de la radio nationale, rien que de la musique. La grève de 24 heures lancée par le Synatic, le syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, est visiblement bien suivie. Cela ne se ressent pas au piquet de grève installé devant la télévision nationale, mais le constat est net quand les horloges ont sonné 13 heures. Pas de journal télévisé ni de journal parlé. Dans les kiosques à journaux depuis le matin, aucune trace du quotidien d'État Sidoya. Après un sitting de 48 heures observé en mi-juin, les médias publics durcissent davantage la lutte pour exiger leur élection sans délai en société d'État. Depuis que nous avons observé le sitting de 48 heures, à ce jour, personne n'a reçu le bureau du Synatic pour un dialogue quelconque. Pour nous, c'est une forme de mépris qui dit pas son nom. Si on se mettait sur la table de négociation, ensemble, nous sommes aussi des citoyens, nous avons ce pays comme lui, on va s'accorder sur quelque chose. Pour le Synatic, cette grève est aussi une occasion pour adresser un message au ministre de la Communication. On a suivi aussi le ministre sur un plateau de télé. Il a fait sortir comme quoi, et si on adoptait ces lois, on va laisser au moins près de 300 travailleurs sur le carreau. Nous nous inscrivons en faux par rapport à cette déclaration parce que le cabinet, ou du moins les deux cabinets qui ont fait les études, respectivement pour Silva et pour la RTB, ont fait des propositions. Il y a plusieurs propositions. Lui, il table sur une seule proposition pour dire que c'est cela qu'il faut appliquer. Non, il y a d'autres propositions. Nous disons au ministre, il faut qu'il revoie sa copie. Il faut qu'ils disent au peuple burkinabé ce que les cabinets ont proposé comme solution. C'est de cela qu'il s'agit, et non divertir le peuple. Le Synatic dit se réserver le droit d'adopter d'autres moyens de pression en cas de silence du gouvernement à l'issue de cette grève de 24 heures. À Ouagadougou, mais aussi au niveau des antennes régionales de la RTB, la grève a été également suivie. C'est le cas de Bobo Dioulasso, où les travailleurs ont déserté bureaux et studios et déposé micro, dictaphone et caméra. Surtout Justin Dabiré. Le bras de fer continue entre le gouvernement et le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture synatique. Des sifflets et des cris de protestation, c'est ce qui a été donné de voir ce mercredi matin dans la cour de la RTB au bassin. Après les mots d'ordre de grève de 12 et 13 juin dernier, suivi d'une marche, le personnel des médias publics n'est pas satisfait de la réponse du gouvernement. Cette grève de 24 heures vise à interpeller le gouvernement sur l'application des décrets qui visent à faire passer les médias publics que sont la RTB et les éditions Sidoya en société d'État. Donc nous pensons que c'est une mauvaise volonté du gouvernement de ne pas appliquer ce qu'ils nous ont promis. Donc, nous nous manifestons aujourd'hui pour interpeller encore le gouvernement pour qu'il puisse appliquer ce qu'ils nous ont promis, la société d'État. Pourquoi la société d'État? La société d'État permettra, entre autres,
à la RTB et les éditions citoyennes d'être encore libres et autonomes dans le traitement de l'information et sur le plan financier. Ce que les téléspectateurs et les auditeurs ne savent pas, c'est qu'à la RTB, même pour avoir un BIC, le trajet administratif que ça prend, c'est une lourdeur administrative. Selon Crépin Poda, le gouvernement a proposé de réduire le personnel de ces médias afin de les faire passer en société d'État. Une proposition qui ne répond pas aux besoins du Synatic. Et nous disons non. Parce que quand nous sommes sortis pour lutter, nous n'avons pas lutté pour qu'on vienne nous réduire le personnel à moitié pour aller à une société d'État. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons proposé ça au gouvernement, c'est le gouvernement qui a proposé ça aux agents de la presse publique. Donc, nous, on s'est dit que, venant d'eux, il ne doit même pas avoir même de problème pour qu'on passe à cette société d'État-là avec l'ensemble de... Ce que nous manifestons, c'est le passage diligent à la société d'État-là avec l'ensemble du personnel. Voilà, nous ne voudrons pas qu'on réduise à moitié l'effectif de la RTB pour passer à la société d'État. Les travailleurs des médias publics de la région des Hauts-Bassins espèrent qu'à l'issue de ce nouveau mouvement d'humeur, le gouvernement va se pencher sérieusement sur le dossier en prenant la décision qu'il faut. Le Synatic exige la mutation diligente et sans condition des éditions Sidoaya et de la RTB en société d'État avec l'ensemble du personnel tel que recommandé par la commission mixte, la dotation conséquente de ces médias en équipement et moyens adéquats pour mener à bien leur mission et le versement intégral de la taxe de soutien au développement des activités audiovisuelles de l'État aux médias publics conformément à la loi sur l'audiovisuel. Si vous ne vous y êtes pas préparé, eh bien, il va falloir vous dépêcher, car il ne reste que 2 jours. Oui, nous sommes à seulement 2 jours de la célébration du Nouvel An de l'année 6256. C'est selon le calendrier Kamite. Et pour la fête de ce 19 juillet, donc, l'association 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita prévoit un certain nombre d'activités. Elle l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Alexis Belem-Naba, Sandrine Zougouri. Le calendrier Kamite, scientifiquement établi 4236 ans avant Jésus-Christ. Il a des adeptes au Burkina Faso. Le nouvel an Kamite est célébré depuis quelques années au pays des hommes intègres grâce au cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. C'est pour ce vendredi 19 juillet, une date qui correspond au premier jour du premier mois de la saison Aket de l'année 6256. L'objectif de cette conférence est inviter les populations burkinabées à savoir qu'il existe un calendrier africain, il existe un nouvel an africain et nous sommes à l'an 6255 aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 29 Metsutra qui correspond au 17 juillet 2019. Ça veut dire dans 2 jours, nous serons au nouvel an africain. Donc nous leur envoyons l'information pour qu'ils puissent se préparer en conséquence pour célébrer de façon joyeuse cette trouvaille que nous avons faite, qui est l'existence d'un nouvel an africain, mais aussi d'un calendrier africain vieux de 6256 ans. Donc dans 2 jours, c'est-à-dire le vendredi, qui doit être le jour de l'an, nous les invitons de façon massive à fêter le nouvel an africain, comme nous fêtons la Noël, comme nous fêtons la Pâque, comme nous le fêtons le 1er janvier, comme nous fêtons la Tabaski. Susciter l'adhésion populaire à la célébration de cette année, car le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita nourrit l'espoir de faire du nouvel an Kamite une date majeure dans l'esprit des populations des Africaines. Nous allons commencer par cette conférence de presse ce matin. Demain, nous avons une conférence publique populaire à cet même espace où on aura environ 2000 à 3000 personnes, voire 5000 personnes, parce que nous avons fait la mobilisation à cet effet. Et nous avons constaté à travers les éditions que les gens qui se mobilisaient pour venir à l'amphi A600, l'amphi A600 n'arrivait plus à les contenir. Donc il nous fallait trouver un espace qui puisse accueillir tous ceux qui veulent apprendre l'existence de ce calendrier, et nous n'avons pas trouvé d'amphithéâtre à l'université qui pouvait accueillir tout le monde qui frappe aux portes de la découverte de cette connaissance scientifique-là. Dans le cadre de cette célébration, il est prévu une conférence publique et des prestations d'artistes à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou.
Revenons maintenant à la réalité pour parler de la nutrition de la mère et de l'enfant. Le sujet était au menu d'échange qu'a eu la princesse Sarah Zeid au cours d'audience au palais de Kossiam. La princesse Sarah Zeid de Jordanie, aussi conseillère spéciale du programme alimentaire mondial pour la santé de la mère et l'enfant et la nutrition, a d'abord été reçue par la première dame, comme vous pouvez le voir sur ces images, puis elle a été reçue par le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. Le président est un champion de la nutrition parce qu'il sait que la nutrition est à la base d'une bonne santé, de la croissance et de la prospérité, en particulier pour les mères et les enfants burkinabés. Je suis ici pour célébrer les progrès réalisés dans le domaine de la nutrition sous la direction de l'ensemble des partenaires dont le gouvernement. Nous avons échangé sur comment on pourra maintenir les progrès réalisés, mais aussi avancer, même dans ces temps difficiles. Hier, j'ai eu la possibilité de me rendre dans le pays avec le programme alimentaire mondial pour visiter des populations. Et ce fut un honneur de rencontrer des femmes, des enfants et des leaders de communautés burkinabés et d'apprendre comment ils travaillent sans relâche pour la santé, la nutrition et le bien-être de leur communauté. J'ai été particulièrement touché à la fois par le sort difficile des réfugiés que nous avons visités ou rencontrés et par l'extraordinaire générosité des Burkinabés qui accueillent et prennent soin de ces personnes déplacées. Nous vivons des périodes très graves marquées par l'impact croissant de la crise climatique, la montée de la violence. Et il faut de l'engagement collectif pour le grand bien-être de tous. Ceci nécessite de l'action urgente. Nous devons donc être inspirés par la générosité et l'ouverture de la communauté d'accueil burkinabé que j'ai visitée hier, pour agir parce que nous avons tous un rôle à jouer pour la paix et la prospérité et le mieux-être de tous. Voici 2 projets agricoles qui vont certainement participer à la lutte contre la malnutrition et la sous-nutrition de la mère et de l'enfant. La VAFA et le pacte devraient à terme permettre de produire, transformer ou encore écouler plus de 90 000 tonnes de céréales. Un véritable chantier agro-industriel lancé hier. Rémi Lambert-Nébier. Avec le lancement de ces 2 projets, à savoir le projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles VAFA et le projet d'agriculture contractuelle et transition écologique PACT, c'est la mise en place de véritables agro-industries au Burkina Faso qui est visée. Financés à plus de 32 milliards de francs CFA, les 2 projets devront favoriser la création de plus d'une centaine d'entreprises agricoles sur toute l'étendue du territoire national. Leur mise en œuvre s'effectueront selon le mécanisme de l'agriculture contractuelle. Nous voulons que dans la mise en œuvre de ces projets qui vont concerner 200 000 bénéficiaires à travers le Burkina, et qui va permettre de produire 95 000 tonnes de céréales, dont 70 000 tonnes seront contractualisées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ces 2 projets, dès que les producteurs auront à produire, c'est des contrats qui sont déjà engagés, c'est des contrats qui vont les permettre de pouvoir écouler facilement leurs produits. Ces 2 projets aussi vont permettre de développer des entreprises, des petites entreprises agricoles pour la transformation, pour faire en sorte qu'il y ait de la valeur ajoutée sur le plan agricole au Burkina Faso, comme le PNDS l'a souligné. Pour les partenaires techniques et financiers que sont l'Union européenne, la coopération danoise et l'Agence française de développement, ces 2 projets qui visent l'aménagement de 125 000 hectares de terres agricoles selon les techniques agroécologiques et l'approvisionnement de l'agro-industrie à 50% en 2020, doivent également faciliter le développement de plusieurs filières agricoles. À partir du moment où un produit agricole est produit, comme on dit, hors champ, eh bien, c'est important qu'il y ait une organisation pour permettre la conservation des produits, la transformation des produits,
le transport, l'emballage, la commercialisation des produits. Et à chaque étape, cela crée de l'emploi et de la richesse. C'est pour ça que ça s'appelle le VAFA, valeur ajoutée des filières agricoles. Et c'est un projet que l'Union européenne soutient largement à travers deux organisations de deux États membres de l'Union européenne, la France, l'AFD, et le Danemark, DANIDA, l'agence de développement danoise, qui elles-mêmes ont des projets plus larges encore de développement dans le domaine de l'agriculture. Tous les secteurs du développement rural sont concernés par la mise en œuvre de ce programme, dont les financements se feront par appel à projet. 3 promoteurs ont déjà reçu leur financement allant de 40 à 425 millions de francs CFA. Pour bien remplir sa mission de protection des biens et des personnes, la police nationale a besoin d'un parc automobile bien fourni et surtout bien entretenu. C'est l'objectif de cette formation dont bénéficient plusieurs agents de la police de la sécurité routière depuis 3 jours maintenant. Un renforcement des capacités en termes de suivi et de réparation des véhicules automobiles sous la conduite du CCVA. Sandrine Zogouri pour le compte rendu. Comment entretenir les véhicules automobiles? Comment faire un diagnostic de ces véhicules? Tout cela associé à une bonne visite technique, des cours révisés par des agents de la sécurité routière avec l'appui du CCVA, le centre de contrôle des véhicules automobiles. Aujourd'hui, un véhicule, c'est un ordinateur avec des roues. Ce n'est plus une affaire d'expérience pour pouvoir réparer un véhicule. Aujourd'hui, le véhicule est intelligent, donc il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Sur un véhicule aujourd'hui, on peut trouver 40 modules électroniques. Et ces modules électroniques communiquent entre eux. Donc ce n'est pas aisé, effectivement, si on n'est pas outillé, si on n'a pas la compétence, si on n'a pas le savoir-faire, d'intervenir efficacement sur les véhicules électroniques. Donc cette formation va consister donc, à renforcer les capacités donc, des agents de la police, de telle sorte qu'ils puissent prendre en charge tout type de véhicules donc, de leur parc automobile. Avec les attaques terroristes, la formation sur le suivi et la réparation des véhicules automobiles permettra à ces agents d'être opérationnels sur les champs de bataille, surtout en matière de maîtrise d'engins. Première formation du genre, la hiérarchie policière s'attend à avoir des hommes aguerris pour le terrain. Parce que nous avons actuellement un garage. Le garage, il fonctionne. Mais nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de compétences qui manquent. Et je pense aussi que ceux-là que nous avons choisis, ce ne sont pas des gens choisis au hasard. Ils ont déjà une connaissance de base. C'est des garagistes de formation. Et nous pensons que leur passage ici au CCVA leur permettra d'acquérir davantage de connaissances et ce qui les rendra plus professionnels sur le terrain. Cet atelier est stratégique car, selon la police nationale, on a besoin des hommes spécialisés en réparation de véhicules pour assurer une meilleure gestion du parc automobile. Cette formation est d'un grand intérêt pour notre institution, la police nationale. Surtout que de nos jours, on a des véhicules modernes. Vraiment, il faudra une formation de ce genre de taille pour vraiment nous amener à mieux entretenir nos véhicules pour la réussite de nos missions. Parce que pour qu'une mission réussisse, il faut vraiment que le moyen roulant, et c'est ce danger qui va nous amener à bon port. Et c'est là maintenant que les hommes pourront intervenir. Garagistes, ils sont 22 agents qui renforcent leurs capacités. Entretien, suivi et réparation des véhicules automobiles, c'est le thème retenu pour cette formation qui se poursuit jusqu'au 19 juillet prochain. Leur mission va s'avérer très importante dans un contexte de crise humanitaire que traverse le Burkina Faso depuis quelques années. 310 nouveaux travailleurs sociaux viennent de finir leur formation. Ils sont cadres moyens et cadres supérieurs sortis de l'INFTS qui ont ainsi reçu leur diplôme. Arsène Konditamde. Ce sont en tout 310 travailleurs sociaux qui sont mis à la disposition de l'administration burkinabé. 260 sont des cadres moyens formés pendant 3 ans à l'école des cadres moyens en travail social du Gawa. 50 sont des cadres supérieurs formés pendant 2 ans à l'école des cadres supérieurs du Ouagadougou. Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, les promotions sortantes sont invitées à faire preuve de professionnalisme. Je vous exhorte, à l'image de votre parrain, à rompre avec la pratique peu recommandable comme l'incivisme, l'intolérance, la corruption, le laxisme,
le favoritisme dans l'exercice de vos fonctions. Il est important qu'aujourd'hui, nous puissions mettre en valeur le mérite, mettre en valeur le travail. Seule la lutte et le travail payent. Je suis de ceux qui croient en cela. Cette sortie de promotion se tient sous le thème « Travail social et défis sécuritaires ». Un thème qui se justifie par la volonté de ces nouvelles compétences à apporter une réponse à la crise humanitaire que traverse le Burkina Faso. En plus des problématiques sociales habituelles, telles que les mariages d'enfants, l'excision, l'exclusion sociale, le Burkina Faso fait face à un problème d'insécurité entraînant le déplacement massif des populations. Par le choix de ce thème, nous traduisons notre volonté à donner le meilleur de nous-mêmes en vue d'œuvrer à la protection des couches sociales vulnérables en ayant un regard plus attentif sur les problématiques émergentes. Le taux de réussite chez les cadres moyens est de 100% et de 96% chez les cadres supérieurs. Ces agents ont bénéficié d'une double formation, théorique et pratique, qui devrait leur permettre d'être plus performants sur le terrain. J'ai confiance parce qu'une fois que le processus de diplomation à l'INFTS est un processus suffisamment rigoureux. Si quelqu'un ne remplit pas les conditions, on ne va pas donner le diplôme. Parce que donner un diplôme pour une institution de formation, ça signifie que vous rassurez la société, que vous donnez des gens qui sont capables de faire le travail pour lequel ils ont été formés. Ces 310 nouvelles compétences vont être mises à la disposition de 2 ministères, le ministère en charge de l'action humanitaire et celui en charge de l'éducation nationale. Simon Compaoré, ancien ministre de la Sécurité, est le parrain de ces 2 promotions. Le choix a été porté sur lui pour sa rigueur au travail selon ses filleuls. Après 5 ans d'interruption, le Festival des musiques nomades revient dans le microcosme des rendez-vous culturels burkinabés avec une 6e édition placée sous le thème « Quelle alternative éducative pour les populations pastorales dans un contexte d'insécurité ». Les festivités se sont déroulées à Bobo-Dioulasso le week-end dernier. Surtout Justin Dabiré. Promouvoir la culture immatérielle et matérielle des peuples nomades et ses musiques permettent aux participants d'échanger sur les questions liées à l'éducation des populations pastorales dans un contexte d'insécurité et identifier des pistes susceptibles d'apporter des solutions aux défis de l'accès à l'éducation. Ce sont entre autres les objectifs de l'association Culture, Tourisme et Développement Agro-Pastoral à travers cette 6e édition du Festival des musiques nomades dénommé Weltare. De façon générale, en réalité, c'est pour garder la culture de population nomade. Voilà, de garder la population. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on trouve qu'il y a certaines cultures qui tentent de disparaître. Voilà. Et en plus de ça, de sensibiliser nos parents, de pouvoir envoyer les enfants à l'école. L'école, une alternative éducative pour les peuples nomades afin de faire face au phénomène de l'insécurité au Burkina Faso. C'est d'ailleurs ce qui justifie le choix du thème « Quelle alternative éducative pour les populations pastorales dans un contexte d'insécurité ». Comme nous constatons dans nos pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il y a des menaces. Il y a des menaces partout, surtout la population nomade. Voilà. Vu que les gens qui ne sont pas assis sur place, c'est très difficile de pouvoir éduquer leurs enfants. Depuis la première édition, nous essayons de sensibiliser des gens dans l'éducation. Donc, on a eu des gens qui ont tout fait pour envoyer les enfants. Donc, c'est des acquis. On ne veut plus perdre ces acquis. On veut consolider ces acquis. C'est vu que ça, on cherche une alternative pour ces populations nomades, pour pouvoir toujours rester à envoyer, à motiver, à sensibiliser aussi les autres qui n'ont pas pu envoyer les enfants à l'école pour pouvoir les amener à l'école toujours. Le thème de la 6e édition du Festival des musiques nomades a fait l'objet d'échanges entre les acteurs, les experts du monde de l'éducation, de la sécurité ainsi que d'autres personnes ressources comme le président de la CENI, patron de cette 6e édition. C'est une vision holistique de l'éducation que nous avons essayé de développer ce matin. Il y a l'école, mais il y a tous les autres éléments d'approche alternative à l'école qui permettent à ce que les enfants du pays puissent avoir à peu près les mêmes codes, je ne dirais même pas à peu près les mêmes codes, pour permettre d'évoluer ensemble et de construire le pays. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'aucun enfant burkinabé ne soit en rade. Quel que soit le format, quel que soit son lieu, quelle que soit la situation, il faut qu'il y ait une alternative éducative
qui lui soient adaptés, qui lui permettent de s'intégrer et d'évoluer. Le festival des musiques nomades Weltare a connu son apothéose dans la soirée de ce samedi 13 juillet 2019. Le public venu nombreux a pu contempler les prestations de danse traditionnelles et des défilés retraçant les modes de vie des communautés nomades. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 7e édition. Et pour terminer ce journal, on reste dans la culture pour évoquer la disparition de cet artiste, chanteur et musicien exceptionnel par son talent, mais aussi par son engagement dans la lutte contre l'apartheid. Le Zoulou blanc, comme on le surnomme, Johnny Clegg, s'est éteint hier à l'âge de 66 ans à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'auteur de la très célèbre chanson Assi Bonanga, dédiée à la lutte contre l'apartheid, donc, est décédé d'un cancer du pancréas qu'on lui a diagnostiqué en 2015. Johnny Clegg, le célèbre chanteur sud-africain, s'en est allé des suites d'une longue maladie. Surnommé le Zoulou blanc, il était l'auteur du tube planétaire Assi Bonanga, sorti en 1987 et devenu un hymne. Né près de Manchester en 1953, il tombe très tôt amoureux de la musique zoulou et de sa culture. À 15 ans, il s'intéresse au quotidien des Sud-Africains noirs, à l'époque opprimés et confinés dans des quartiers miséreux, bravant ainsi les interdits de l'apartheid. Décédé mardi à l'âge de 66 ans, il avait été diagnostiqué d'un cancer en 2015 selon les médias locaux. Nominé au Grammy Award et lauréat du Billboard Music Award, la musique de Clegg était un métissage de sonorités zoulou et du folklore bakanga. Il était compté parmi les critiques vocaux du gouvernement de l'apartheid qui a dirigé la nation arc-en-ciel jusqu'en 1994. Voilà, l'artiste s'en est allé, mais son œuvre et son engagement, eux, resteront éternels. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain donc à la même heure, c'est-à-dire à 19h30.